Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. S'interroger sur le travail d'investigation de la pensée, c'est questionner, tant d'un point de vue épistémologique que psychanalytique, le désir de savoir. Si la pensée n'est qu'un quid pro quo, elle est aussi symptôme de l'existence du corps. Comprendre comment les sciences se font, c'est interroger le statut épistémique du réel, abyssale question, que la doxa réaliste du monde résout sans façon pour proposer un dépassement surréaliste. Sommes-nous alors condamnés aux approximations raisonnables ? Les choses ne sont pas données, même si l'aveuglante proximité du réel nous éblouit. Un pacte autoréflexif fait émerger la réalité de la réalité, en ce qu'une interprétation-description révèle d'abord les caractéristiques de celui qui l'a fait. Penser, c'est alors relier les figures du pensable aux représentations d'un moi-tout, totalité en germe sous le mystère du désir et donc le mystère du pouvoir. Le penser est alors ce membre fantôme qui se rit du sujet, et en l'objet se duplique, parfois. L'analyse théorique se doublera dans une seconde séquence d'un décryptage réflexif de notre parcours de recherche singulier, sorte de passage à l'acte, et si l'activité de recherche était d'abord mise en abîme. Première partie, le travail de la pensée à l'épreuve du membre fantôme. Chapitre 1, du réalisme scientifique au constructivisme. Interroger la distance qui sépare le sujet connaissant de l'objet de savoir, c'est réfléchir sur et réfléchir cette mise en relation gnoséologique au travers de l'alternative épistémologique suivante, ou bien la connaissance n'est que le résultat de l'enregistrement de données organisées dans le monde extérieur par un sujet connaissant entretenant un rapport observateur avec une réalité, supposée être et supposée indépendante par construction, ou bien elle est construite par un sujet qui réorganise voire qui invente produit les données immédiates. Comprendre comment les sciences se font, comprendre comment les sciences se disent, c'est interroger le statut épistémique du réel, saisir en quoi l'interprétation réaliste du monde est la chose la mieux partagée, pour proposer un dépassement surréaliste. Du statut épistémique de la réalité et la distance sujet-objet. L'alternative fondatrice des taxonomies classifiant les théories des connaissances deviendrait-elle caduque ? Au point que dresser un panorama des catégories de l'entendement humain présupposerait une médiation introspective, elle-même tributaire des ressorts psychologiques mais aussi sociaux du pouvoir de savoir ? Si, comme le souligne Heisenberg, un monde entièrement objectif serait dénué de sujet l'objectivant et par là même absurde puisqu'inobservable, le strict dualisme disjonctif entre le donné et le construit ne serait au mieux que le signe d'une raison paresseuse, et au pire une docte ignorance, supposant que notre être au monde n'est qu'une circonstance marginale dans les potentialités de description cognitive d'une réalité indépendante. En un certain sens, débattre des théories de la connaissance et de la connaissance elle-même revient à répondre à la question kantienne. Comment les concepts peuvent-ils être une représentation sensible de quelque chose d'une nature différente de la leur, ou encore en termes hegéliens, en quoi la chose en soi peut-elle devenir une chose pour moi ? Pour qu'une connaissance scientifique se constitue, un espace de possible doit naître. S'il faut que soient levées les hypothèques transcendantes pesant sur le monde et les hommes, la séparation conceptuelle entre matériaux et sujets connaissants doit apparaître comme un préalable, sorte de fond commun d'évidence corrélé à l'idée d'autosuffisance de l'objet à connaître. Comprendre comment les sciences se disent, c'est interpréter le double mouvement circulaire, qui de la séparation sujet-objet fondatrice des apostrophes, une volonté de connaissance scientifique, sécularisée, au moins partiellement, mais aussi prométhéenne et transgressive, se complexifie dans les approches épistémologiques constructivistes ou anarchistes, en une abolition de droit et de fait, de la séparation entre observateur et observé, que confirment, ou à tout le moins mettent en œuvre, autant les sciences sociales que les sciences physiques et la mécanique quantique, pour mieux dépasser l'alternative dans la lignée de la théorie du réel voilé de Bernard d'Espagna ou de L'. Épistémologie de l'entre-deux quelque part dans l'inachevé, que propose Michel Bidbol dans l'aveuglante proximité du réel. Ce double mouvement récursif, d'abord généré par la coupure moderne du projet kantien où les choses en soi deviennent inaccessibles pendant que symétriquement, le sujet transcendantal s'éloigne infiniment du monde, Latour, 1991/76, produit une tension insurmontable entre objet et sujet,
tension fondatrice de la séparation weberienne entre jugement de fait et jugement de valeur, évacuant trop facilement la normativité inhérente au savoir. La purification moderne, qui revient à la volonté de cliver ce qui vient du sujet et ce qui est extrait de l'objet, s'apparente à un métalangage de surplomb que le Parlement des choses, selon l'expression de Bruno Latour, ne peut que remettre en cause, sauf à adhérer à l'épocée Husserlin qui met en suspens, mais dans une perspective phénoménologique, le jugement sur la question de l'existence d'une réalité extérieure. Quand l'interprétation réaliste du monde est la chose la mieux partagée. La présentation des théories scientifiques comme le reflet de faits bruts, pour caduques qu'elles semblent à l'épistémologue contemporain, est pourtant toujours la plus communément acceptée dans les sciences ce faisant, sorte de philosophie spontanée du savant. La connaissance scientifique aux ambitions nomologiques postule l'existence de lois naturelles, censées régir l'évolution des déterminations catégoriques des objets composant cette nature, ou sociales que la science dévoile décrit reflète. La réalité réelle existe, même si Claude Bernard avait déjà montré que le fait brut n'est pas un fait scientifique, avant que Gaston Bachelard, s'opposant au réalisme naïf, ne dépasse les interprétations substantialistes. Notre pensée va au réel, elle n'en part pas. Pour les réalistes, la connaissance scientifique reflète une réalité ontologique objective, les théories sont corroborées par les faits, ou au mieux falsifiées, et les objets se meuvent dans un espace indépendant de celui dans lequel se meut le sujet connaissant. Le critère de vérité est alors conçu comme correspondance avec une réalité ontologique et en ce sens, certaines théories sont plus vraies que d'autres. L'irruption de la mécanique quantique, entièrement rétive à une telle conception réaliste simpliste de la connaissance, nécessitera des compromis dans cette conception épistémique. Michel Bitbol montre ainsi en quoi dans sa version standard, la mécanique quantique ne peut admettre ni une lecture empiriste ni une lecture réaliste, puisque la lecture empiriste ne peut saisir le statut d'événement mutuellement incompatible et exclusif et la lecture réaliste doit pour sa part affronter, ou contourner ou dépasser, le statut prima facie prédictif et non pas descriptif des symboles de la mécanique quantique standard. Bitbol 1998/19. Ainsi, pour la plupart des défenseurs du réalisme scientifique, il est sans doute exact qu'aucune théorie scientifique donnée n'est ni absolument vraie, ni fidèle point par point à l'articulation supposée du réel en individu et espèce naturelle. Mais au moins la séquence historique des théories converge-t-elle, de façon soit finalisée soit seulement asymptotique, vers un compte-rendu littéralement vrai de ce à quoi ressemble le monde. Bitbol 1998/24. L'instabilité du système des objets de science est compensée par le postulat de la structure légale du monde. L'isomorphisme postulé entre réalité extérieure et connaissance n'est alors que l'aboutissement d'une interprétation réaliste de type converge de la production de connaissances, ainsi que le baptise Larry Laudal, insérant par là même le concept de probabilité. Les théories scientifiques sont approximativement vraies, et les théories plus récentes sont plus proches de la vérité que les théories antérieures du même domaine. Laudan 1981/24. C'est même dans cette optique un critère de démarcation entre sciences sociales et sciences de la nature, fondé sur la croyance persistante et même déférente en une convergence asymptotique des sciences de la nature vers la structure censément préconstituée du réel. Bitbol 1998/320. Croyance intériorisée tant par les scientifiques des sciences de la nature que des sciences sociales. Les épistémologies constructivistes rompront de manière radicale avec cette conception de la connaissance, à la recherche d'une représentation iconique d'une réalité ontologique. Tout ce que nous pouvons connaître du réel, c'est ce qu'il n'est pas. La proposition de Ernst von Glasersfeld, pour provocante qu'elle soit, pourrait être mise en exergue de l'épistémologie constructiviste de l'école de Palo Alto. Le constructivisme est radical en ce qu'il récuse la rupture sujet-objet, abandonnant le réalisme scientifique selon lequel la connaissance reflète une réalité ontologique. Le monde construit par nos expériences ne prétend à aucune correspondance avec une réalité ontologique, ou bien encore dans les termes de Piaget, l'intelligence organise le monde en s'organisant elle-même. Piaget 1937/311. Le constructivisme n'est pourtant pas réductible à un solipsisme. Le réel est proprement inventé. Václavic 1988. Notre environnement est notre construction, produit de la construction cognitive humaine telle que déjà Vico le postulait.
produit de processus cognitifs, Heinz von Förster définit comme computation récursive illimitée. Le questionnement de la distance sujet-objet se déplace alors avec les sciences physiques et particulièrement la mécanique quantique, rétive à la fois à une approche duale et moniste de la connaissance, et le critère d'efficacité et d'action comme critère de vérité n'en est que plus obsolète. Même, les théories plus relativistes, telles celles du réel voilé de Bernard d'Espagna, sont empreintes d'une certaine forme de réalisme que Michel Bidbol qualifie de réalisme lointain, au sens où si les accords intersubjectifs coordonnent et qu'anticipent les théories s'expliquent dans cette perspective auto-organisationnelle non par l'identité des objets ou d'un objet-monde, qui ferait face au sujet, mais par la communauté d'engagement de ces sujets au sein du monde et par leur capacité d'y échanger leur situation et leur mode d'action. Bidbol 1998/106. Il y a néanmoins référence à des objets inscrits dans un réel indépendant et l'idée que la physique a un rapport avec le réel. Or, ce voile, circonscrivant le réel en le dévoilant au moins partiellement, ne se situe pas dans une perspective de rupture avec la conception traditionnelle des relations sujet-objet. Dans une conception de type constructiviste, les projections autoréalisatrices, définies comme propositions qui se vérifient par le seul fait d'avoir été énoncées et crues, des effets Pygmalion à l'école aux emballements boursiers ou à certaines maladies mentales, renversent à la fois le statut de la cause et de l'effet comme relation linéaire simple, mais aussi notre mode de penser le réel, produit par le fait même de le penser ainsi. De même ce que les anglo-saxons appellent la self-déception, qu'analysent Pascal Engel et Jean-Pierre Dupuy 1992, c'est-à-dire ce type de croyance irrationnelle, individuelle ou collective, qui consiste à prendre ses désirs pour la réalité et de s'aveugler soi-même s'apparente à la même cohérence. C'est ainsi que Paul Václavic conclut, contrairement à ce que l'on pense généralement, une description révèle les caractéristiques de celui qui l'a fait. Nous observateurs, nous distinguons nous-mêmes précisément en distinguant ce qu'apparemment nous ne sommes pas, c'est-à-dire le monde, Václavic 1988/356, mais dont justement nous faisons partie. Si la connaissance est auto-éco-organisée, l'autosuffisance de l'objet à connaître devient alors auto-référentialité de l'objet sujet à connaître et qui cherche à se connaître. Dans les sciences sociales, en effet, la singularité tient au fait que l'objet est évidemment un sujet, mais un sujet sachant ou croyant savoir qu'il sait et qui par ailleurs est le client des sciences sociales. On a affaire à un objet plein, c'est-à-dire possesseur de sens autosuffisant, autoproduit, autogéré, autonome, en ce sens qu'en eux se dispose, s'appareille, se combine, se déchire, se décline, une infinité de sens, des sens en tous leurs états, où les acteurs sociaux se logent en même temps qu'ils en sont exilés. Vidal, 1985/149. Entre un objet trop plein de sens et un sujet en quête de sens, il faut trouver un entre-deux. Chapitre 2. Sommes-nous condamnés aux approximations raisonnables ? Les choses ne sont pas données, même si l'aveuglante proximité du réel nous éblouit. Un pacte autoréflexif fait émerger la réalité de la réalité, en ce qu'une interprétation-description révèle d'abord les caractéristiques de celui qui l'a fait. Si le sujet n'est pas face au réel. Les sociologies du dévoilement, par la destitution théorique du sujet, objet, dissolution du sujet humain, souvent absent des sciences humaines sauf à le retrouver par lectures unidimensionnelles, en tant qu'objet lui-même parfois introuvable, se sont trouvés confrontés au paradigme interprétatif, sorte de greffe philosophique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.